regardez Évasion Guinée, vous avez fait le meilleur choix pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Un atelier axé sur la surveillance électorale s'est ouvert ce mercredi à Conakry, initié par le NDI, National Democratic Institute. Cet atelier devrait permettre de renforcer les capacités des formations politiques dans la surveillance des opérations de vote et de dépouillement. Explication dans ce journal. Les semaines se suivent et semblent se ressembler au marché de Lambangui, un marché qui est au cœur de vives tensions entre des femmes qui dénoncent d'un côté la vente supposée de ce marché et de l'autre celle qui réclame la construction d'un hangar. Et puis le collège du Haut-Niger de Farana, véritable cas social, est un établissement qui se trouve dans un état piteux. D'autres réalités viennent, outre mesure, s'ajouter à ce constat de désolation. C'est le grand format de cette édition. Voilà, mesdames et messieurs, pour les titres, encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Mais d'abord, avant de développer tous ces titres, les autorités guinéennes poursuivent la réforme au niveau des corps de contrôle de l'État. Après la restructuration et l'élaboration des documents de travail, les inspecteurs sectoriels ont débuté ce mercredi une formation en méthodologie et outils d'élaboration de la cartographie et du plan d'audit basé sur les risques. Les 3 jours de travaux se tiennent à l'initiative du cadre permanent des corps de contrôle et de la Banque mondiale. Les précisions dans ce compte rendu signé Mamadi Kamisoko. La dynamique est engagée par les autorités guinéennes et ses partenaires au développement. Les corps de contrôle de l'État doivent être réhabilités afin qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle dans la matérialisation des réformes en cours dans les finances publiques. L'objectif est de combattre la corruption et les délits financiers. L'objectif aujourd'hui de l'atelier, c'est effectivement de sensibiliser les corps de contrôle sur l'approche par les risques et sa contribution à l'élaboration du plan annuel, notre plan pluriannuel de contrôle, dans un contexte de ressources rares. La démarche permet de donner aux décideurs une meilleure vision de la hiérarchie des risques encourus et ainsi d'éclairer les arbitrages inhérents à la réalisation de toute politique publique. Elle vient appuyer d'autres réformes importantes engagées par les autorités guinéennes pour améliorer l'efficacité des dépenses et politiques publiques. 3 grandes thématiques seront abordées au cours de cet atelier, notamment le management des risques dans le secteur public, principes et implications, comment élaborer une cartographie ou registre des risques et les applications pratiques de l'évaluation des risques. Les principaux bénéficiaires sont les inspecteurs sectoriels venus des départements ministériels et d'autres structures de relais. Une initiative du cadre permanent des corps de contrôle et de la Banque mondiale faisant dire au ministre secrétaire général de la présidence de la République qu'il est temps de mieux percevoir le travail de ces contrôleurs. Dans la répartition des ressources humaines, on nomme inspecteur au niveau sectoriel un haut cadre compétent à qui on n'a pas pu trouver un meilleur poste. On a fini par dévaloriser, par croire que l'inspecteur sectoriel d'un département n'est pas un cadre si important que cela. Monsieur le Président de la République a décidé, dans son objectif d'améliorer la gouvernance, de faire des inspecteurs un corps particulièrement soigné. Les réformes en cours au niveau des corps de contrôle ont permis l'élaboration d'un code de déontologie, d'outils d'évaluation des inspecteurs et de la validation du manuel de procédure de contrôle avec comme devise la logique des moyens de performance et des résultats. Restons dans le sillage des rencontres et comme annoncé dans les titres, l'atelier de planification stratégique axé sur la surveillance électorale a débuté ce mercredi à Conakry. Il est organisé par le NDI, National Democratic Institute, au profit des partis politiques. L'objectif de la démarche est de renforcer leurs capacités en matière de surveillance dans la transparence des opérations de vote et de dépouillement. Fanta Conté. Il s'agit au cours de ces 2 journées de travaux d'échanger avec les responsables des élections au niveau des différentes formations politiques sur le dispositif opérationnel devant faciliter la participation des acteurs politiques au scrutin législatif. La démarche vise à mettre en place des stratégies efficaces pour une bonne surveillance électorale à travers des délégués présents dans les bureaux de vote, mais aussi lors du dépouillement, et ce afin de renforcer la transparence des opérations de vote. C'est d'amener les représentants donc des partis politiques, les responsables électoraux
au niveau de partis politiques à comprendre un certain nombre d'enjeux liés à la préparation d'une mission de surveillance électorale. Il s'agit ici d'une surveillance holistique des élections qui est un peu différent des principes donc de l'observation simple d'une élection. Alors ici, il est question d'abord d'accompagner de bout en bout les acteurs politiques. Les travaux qui vont durer les 2 jours qui viennent doivent quand même pouvoir rassurer tous les électeurs et les partis politiques que les partenaires ici en Guinée sont disponibles pour accompagner le processus. Plusieurs thèmes seront débattus au cours de ces travaux, notamment le cadre politique, juridique et institutionnel des élections législatives en Guinée. Pour la tenue correcte des élections, la participation de tous les acteurs au processus est indispensable, d'où l'appel du vice-président de la CENI. Nous nous attendons à ce que d'abord les partis politiques viennent nombreux à ces élections législatives et qu'ils puissent se faire représenter, comme la loi le dit, à toutes les étapes de ce processus. Ces travaux devraient déboucher sur des résultats qui permettront aux délégués des partis politiques qui seront déployés au niveau des bureaux de vote lors des législatives de bien remplir leur mission, celle de faire en sorte que ces élections soient justes, crédibles, transparentes et acceptées de tous. Dans l'actualité également, 8 mars, déclarée Journée internationale de la femme, a été célébrée en différé cette année en Guinée. C'était ce mercredi dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Thème retenu cette année à l'échelle nationale, leadership féminin, paix et développement. Les femmes ont mis cette occasion à profit pour plaider en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. Sarah Kamara était de la partie. Voici son compte rendu. Membres du gouvernement, ambassadeurs accrédités en Guinée et représentants des institutions républicaines étaient tous réunis pour magnifier la fête des femmes. Des femmes qui, vêtues de leur uniforme, toutes tendances confondues, étaient au rendez-vous pour réclamer de meilleures conditions de travail, mais aussi faire le bilan de leur acquis. Les femmes guinéennes que nous sommes continuent de faire l'objet de pratiques discriminatoires dans la conduite des affaires publiques. Sur 39 membres de l'équipe gouvernementale, 5 seulement sont des femmes. La CENI compte 25 commissaires, dont 5 femmes. Sur 8 gouverneurs de région, il n'y a qu'une seule femme. Sur 33 préfets, 2 seulement sont des femmes. Nous sollicitons humblement auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de s'engager avec fermeté dans la promotion et la protection des droits de la femme guinéenne. Le gouvernement, pour sa part, s'engage à prendre des dispositions nécessaires pour faire de l'égalité entre hommes et femmes une réalité dans tous les secteurs. Les femmes constituent une force motrice qu'il convient de ne pas négliger. Une force qui doit avoir son mot à dire dans la gestion des affaires publiques. Une force qui doit pouvoir dire non au conflit. Je voudrais ici vous donner l'assurance que les dispositions seront prises par mon département en collaboration avec ses partenaires de terrain pour poursuivre la mise en œuvre des projets et programmes destinés au renforcement du leadership des femmes en vue de leur positionnement dans les instances de prise de décision. À cette occasion, les Nations Unies ont réaffirmé leur volonté d'accompagner la Guinée dans le processus de développement. Quant au choix du thème retenu à l'échelle internationale cette année, cela est perçu par de nombreuses femmes comme étant un réconfort. Si on parle des violences faites aux femmes, les travailleuses domestiques sont beaucoup plus concernées. C'est des travailleuses qui ne sont pas considérées, qui sont violées tous les jours, soit physiquement ou moralement, dans les ménages. Convaincus que le développement de la Guinée passe aussi par elles, les femmes à tour de rôle ont passé le même message, celui d'œuvrer pour la consolidation de la paix dans les différentes langues nationales. Elles ont aussi plaidé pour l'organisation des élections législatives. La première dame de la République a, à son tour, reçu le prix de la Guinéenne, le tout couronné par des prestations artistiques.
Et oui, même si cette fête est célébrée en différé, le mois de mars reste et demeure le mois de la femme. Bonne fête donc à toutes les femmes de Guinée. Sur un tout autre plan, je vous le disais en titre, rien ne va plus entre les femmes du marché de Lambangui. Après la manifestation de protestation d'un groupe de marchandes étalagistes, lesquelles dénonçaient une vente supposée du marché de Lambangui vendredi dernier, eh bien, ce mercredi, c'est un autre groupe de femmes qui a exprimé son mécontentement tout en affirmant que le marché n'est pas vendu. Elles ont réclamé à corps et à cri la construction d'un hangar qui pourrait, selon elles, leur servir d'abri. Explication, Mfali Gilavogui. Ils ont fini de vendre tout le marché qui est là. On a toutes les preuves. Parce que moi, j'ai vu le plan. C'est faux, notre marché n'est pas vendu. Du rififi entre les femmes du marché de Lambangui. Vendredi dernier, certaines marchandes avaient protesté contre la vente de leur marché. Elles ont été éclaboussées ce mercredi par un autre groupe de femmes qui a démenti l'information selon laquelle le marché de Lambangui a été vendu par l'administrateur de ce marché. Les manifestantes réclament plutôt la construction d'un hangar qui pourrait, selon elles, leur servir d'abri. Des hangars ont été construits à Taouya, Kaporo et Sofonia. Nous en avons besoin aussi. On a écrit au gouverneur pour l'obtention d'un hangar, mais certaines femmes ont politisé cette demande. Les autorités du marché et celles de Lambangui qui auraient tenté sans succès de trouver une issue à ce contentieux crient à un règlement de compte orchestré selon elles par l'ancien bureau du marché récemment destitué par le gouverneur Sekouresko Kamara. La Guinée, nous nous connaissons. Ils ont voulu politiser. Dès qu'on politise, ça ne pourra plus aller. Un premier groupe d'administrateurs qui étaient ici ont été limogés. On a amené le nouveau, sans expérience pour le moment. Voilà le groupe, la tendance entre les deux groupes. Ce que je veux, qu'on envoie l'agrégat sur place et qu'on commence à construire. Mardi, les manifestantes et contre-manifestantes s'étaient affrontées à propos de leur marché. Je sais que le marché ne peut pas être vendu. Il y a des femmes qui sont là, qui veulent politiser le marché. Ils ne veulent pas assez que l'hangar soit fait pour les femmes de Lambangui. Ceux qui sont faits ici, battre l'administrateur adjoint ici, casser une voiture ici, les meneurs, maintenant ils seront interpellés. En attendant de trouver un compromis à ce contentieux à rallonge politique, les manifestantes et contre-manifestantes du marché de Lambangui sont à couteau tiré. Situation confuse au marché de Lambangui. Il ne reste plus qu'à espérer que cette situation va se décanter au plus vite. Au chapitre judiciaire, 2 des 3 journalistes poursuivis par Mme Chantal Coll, PDG du groupe de presse TAR TV Chéri FM, ont été entendus ce mercredi au tribunal de première instance de Dixine. Pour mémoire, Mme Chantal Coll leur reproche des propos qu'elle estime diffamatoires, racistes et déplacés à son encontre, des accusations que David Yombouno et Aboubakar Diallo ont rejetées en bloc. Le point avec Diao Bachir. Ils étaient nombreux ce jeudi matin au tribunal de première instance de Dixine. Des journalistes mobilisés pour soutenir leurs collègues qui doivent être entendus par le juge. David Yombouno, Aboubakar Diallo, Mandian Sidibé sont poursuivis pour diffamation, propos injurieux, ethnocentrisme et racisme à l'encontre de Mme Chantal Coll. Avant le démarrage de l'audience, aux environs de 10h30, le collectif des journalistes présents dans les locaux du tribunal a organisé une marche silencieuse pour marquer leur solidarité. Répondant aux questions des avocats et du juge, David Yombouno et Aboubakar Diallo ont nié en bloc les accusations portées contre eux. Ces 2 journalistes sont largement revenus sur les charges retenues contre eux et les circonstances dans lesquelles ils ont été interpellés. La défense, par la voix de maître Tcherno Suleiman Baldé, se dit serein et garde l'espoir quant à un dénouement heureux de la procédure judiciaire engagée contre ses clients. Nous sommes confiants par rapport à l'issue de ce procès, puisque comme vous avez vu, au niveau de l'accusation, il n'y a en fait aucun élément qui étaye les accusations qui ont été portées contre les journalistes. Tout ce qu'ils ont fait, c'est juste en fait donner leur opinion, et cela ne constitue pas en fait un délit. C'est à eux d'apporter la preuve comme quoi il y avait eu soit diffamation,
ou insulte, et à ce stade, nous n'avons eu aucune preuve. Du côté de la partie civile, c'est silence radio. La presse, engagée pour le respect de la liberté d'expression à travers le slogan « Non aux musulmans de la presse », se dit déterminée à défendre et à soutenir les journalistes. Ceux qui pensent qu'on peut agoniser la presse, ceux qui pensent qu'on peut nous tuer dans nos opinions, on ne peut pas être inquiété par nos propres opinions. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, cette plaignante qui passe dans le temps, qui pensait qu'elle avait tous les pouvoirs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, j'estime formellement, il faudra qu'on arrête un peu pour que le droit soit dit. L'audience de ce mercredi a été renvoyée pour le vendredi 29 mars 2013. Autre fait marquant de l'actualité, exercice de communication, c'est ce à quoi s'est livré ce mercredi le PDG de la société Civita, Bala Moussa Keita, auréolé d'une décision de justice, le rétablissant dans ses droits, a expliqué devant les ondes de médias les raisons du retard dans la reprise des activités de Civita, une société de visite technique automobile. Aminata Djuntungalo nous en dit plus. Après plusieurs années de tractation, la société industrielle de visite technique automobile en Guinée a été rétablie dans ses droits par une décision de la Cour suprême. La Chambre constitutionnelle et administrative de cette Cour, statuant au cours d'une audience publique, a autorisé le 20 juillet dernier la Civita à exercer ses activités en Guinée. Le PDG de la société anime la présente conférence de presse pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur les raisons du retard des activités, les étapes franchies avant ce verdict. On est parti à la première instance de Kalou. Jugement rendu, l'État guinéen a été purement et simplement condamné. Ils ont dit que bon, maintenant, on va attendre qu'on vous rembourse vos équipements brûlés, cassés là, pour que vous repreniez le travail sur votre site parce que le bâtiment c'est pour vous, le lieu c'est pour vous. Mais mon frère, on ne va jamais donner ça, on ne va jamais donner. À l'heure où je vous parle, c'est écrit là-bas Matic. Vous voyez les véhicules dans la cour. Ils ont donné en réparation. De l'autre côté de Matam, Dixingar, Kenyan Dixingar, Madina. Les partenaires américains et allemands sont venus. Je dis vraiment, on va mettre la barre plus haut. On est parti voir le Premier ministre, Jean-Marie Doré. Il était vraiment révolté. Il dit qu'il suit mon problème. C'est comme ça que Mansour Kaba a ordonné à ses techniciens pour nous envoyer à Koza. Pour le président directeur général de Civita, la balle est dans le camp du gouvernement guinéen pour décider de la reprise des travaux par cette société. Tout dépend de la rapidité par laquelle l'État va réparer dans ces prochains jours ou mois la demande juridique qui les a été faite. Bala Moussa Keita estime que Civita, au cours de son exercice, avait réduit le taux d'accidents à travers le pays. Une manière pour lui de faire savoir combien de fois la reprise des activités de cette société est importante pour les Guinéens. Autre facette de l'actualité, l'ONG Planton Utile au chevet de la Monégua, une plante qui serait en voie de disparition. Et pour la préservation de cette plante, justement, l'ONG Planton Utile vient de lancer un projet en milieu rural, projet qui prévoit notamment l'utilisation de l'énergie solaire. Les explications dans ce reportage de Ousseina Tougalo. La plante moringa est une plante guinéenne qui tend à disparaître malgré son utilité dans plusieurs domaines comme la fabrication du savon et la purification de l'eau. De ce fait, l'ONG Planton Utile, structure française, entend s'investir pour la préservation de cette plante. Retransmettre aux populations locales les valeurs incroyables du moringa. Il y a des moringas en Guinée, à Conakry, et nous, il nous fallait quand même beaucoup de graines, donc on est obligé d'aller les chercher au Sénégal. C'est absolument incroyable. Le second volet de ce projet est celui de l'énergie solaire, une énergie pour faciliter la tâche aux 4 groupements féminins ciblés pour le moment. L'ONG Partenariat Recherche Environnement Média, qui est une structure guinéenne œuvrant dans la lutte contre la déforestation, se dit disposée à s'inscrire dans la même dynamique. Et nous avons choisi avec l'expérience d'Eric avec le moringa d'apporter des compléments nutritifs. La plante moringa se développe en 65 jours, ce qui permet de la cultiver plusieurs fois dans l'année, contrairement aux autres plantes. Les îles Tristao, à cause de l'aire marin protégée, ont été choisies pour le début des activités de ce projet.
Venons-en maintenant à ce grand format. Quittons Conakry pour ce faire pour l'intérieur du pays et rendons-nous plus précisément à Farana où le collège du Haut-Niger se trouve dans un état de vétusté très avancé conjugué à un manque d'équipement. À cela s'ajoute le nombre pléthorique des élèves dans les salles de classe, ce qui du coup rend difficile la tâche pour les enseignants. Pire encore, les mariages précoces font que les filles sont numériquement moins importantes par rapport aux garçons. Le collège du Haut-Niger de Farana à la croisée des chemins, c'est le grand format de cette édition. Il est signé Agira Toba. Fondé en 1962 dans la cité Niger, le collège du Haut-Niger de Farana comprend 12 salles de classe pour 1606 élèves. Un manque d'infrastructures qui ne permet pas d'accueillir dans les normes ces nombreux élèves chaque année. Manque d'infrastructures criard, parce que nous évoluons ici à mi-temps. Donc, cette mi-temps a un impact pas très positif sur le cursus des études. Il y a pléthore dans les salles de classe, soit 145 par classe. Et à partir du mois de mai, on ne peut plus étudier avec les grandes. Ça suinte partout. Vous voyez déjà ma direction ici. On a retapé un peu. Sinon, le jour qu'il a plu, tous mes documents là étaient mouillés. Un collège qui n'a connu aucune rénovation depuis sa création et n'est pas électrifié, nous ont confié les encadreurs. La construction de nouvelles salles de classe entamée en décembre 2012 est à l'abandon depuis 3 mois aux grandes dames des bénéficiaires. Autre constat, l'école du Haut-Niger de Farana est aussi confrontée à un sérieux manque de matériel didactique. Les manuels qu'on nous envoie par rapport à l'effectif, c'est insuffisant. On ne peut pas donner un livre par élève, ce n'est pas possible. J'ai des problèmes parce que pour étudier, il faut qu'on soit bien documenté, quoi. 455 filles seulement étudient dans ce collège, une faible représentativité qui s'explique par plusieurs facteurs. Je pense que ce petit nombre de filles, c'est depuis l'école primaire. On peut situer ça au niveau des parents. Avec le mariage précoce, si vous prenez un village, un effectif de 50 élèves, vous ne pouvez pas trouver plus de 4 filles. Et les filles déjà qui sont en l'âge d'être mariées, tout de suite là, les parents préfèrent les envoyer là-bas et les déscolariser. Il y a de ces filles, leurs parents n'ont pas de moyens pour payer leur école, pour les soutenir. Il y a de ces filles encore qui quittent à la maison de venir à l'école, mais ils ne viennent pas à l'école. Une situation qui désole maîtres et élèves. Pour encourager la scolarisation des filles, la direction du collège du Haut-Niger a entamé des séries de sensibilisation à l'endroit des parents d'élèves. On donne beaucoup de conseils, beaucoup de sensibilisation. Parce que souvent on dit il ne faut pas préparer l'avenir de l'enfant, mais il faut préparer l'enfant pour l'avenir. Ça porte fruit parce que l'année passée, par exemple, par rapport à cette année, il y a une nette amélioration. Je lance d'abord un appel solennel à tous les camarades, collègues qui refusent d'étudier, de serrer les ceintures et de reprendre les cours. Parce que dans la vie, rien ne dépasse ici les études. Les responsables du collège du Haut-Niger de Farana lancent un SOS au gouvernement, aux bonnes volontés et aux cadres actuels qui ont été formés à leur venir en aide. Grand format signé Agira Toba. Et puis, page noire pour refermer cette édition, la grandeur d'une pirogue ne l'empêche pas de chavirer, dit un proverbe africain. Et l'âge Nabi Yaya Kamara, ancien ambassadeur, c'est donc étant lundi à l'âge de 82 ans, des suites d'une maladie. Ce mercredi, l'illustre disparu a rejoint sa dernière demeure, amis, proches parents et collaborateurs du Dauphin Lyon pour la circonstance rendue des hommages appuyés. Et l'âge Marbari. Si jamais l'être humain pouvait retourner son prochain, Eladj Nabi Yaya Kamara n'allait pas rejoindre sa dernière demeure ce mercredi. Mais comme toute âme goûtera à la mort, la vie est ainsi faite. Né en 1931 à Conakry, Eladj Nabi Yaya Kamara, ancien dirigeant sportif, ancien ambassadeur et membre du Conseil économique et social, s'est distingué par les bonnes œuvres qu'il a laissées à la postérité. Ses anciens collaborateurs, parents et amis se sont inclinés pieusement sur sa tombe. Un grand souvenir de l'homme jovial qu'était Eladj Nabi Yaya Kamara. Eladj Nabi Yaya Kamara, notre grand frère, est un monsieur qui s'est confondu à la jeunesse. Durant tout ce temps, les postes qu'il a occupés, membre de la Fédération indienne de football, membre de l'Organisation des affaires sociales, tant d'autres postes occupés, mais nous sommes convaincus que cela a créé un grand trou au niveau de la jeunesse, parce que laisse-moi vous dire que jusqu'au jour où il devait mourir,
était avec nous sur le terrain. Il conseillait régulièrement, il n'aimait pas la bagarre et il était régulièrement avec la jeunesse. Un souvenir impérissable d'un homme affable, aimable, qui est à la disposition de l'ensemble de ses voisins, avec une attention particulière pour la jeunesse qui l'encadrait. C'est vraiment une perte inestimable, non seulement pour Kaporo, mais pour la jeunesse et pour toute la commune de la Togo. Là, Nabia Kamara fut un papa exemplaire. Il a su nous aimer, il a su nous encadrer, il a su vraiment nous éduquer. Et grâce à lui, aujourd'hui, vraiment, on est ce qu'on est. C'était veuf, mais père de plusieurs enfants, grâce à Dieu, la chance. Il a aujourd'hui le privilège de laisser derrière lui un nombre important d'enfants et de petits-enfants qui, je suis sûr, contribueront à perpétuer sa mémoire. Après la levée du corps de l'illustre disparu, ses amis sympathisants étaient présents pour pleurer le sportif défenseur acharné de la jeunesse guinéenne. Elhadji Nabi Yaya Camara part et laisse derrière lui plusieurs enfants et une femme. Elhadji Nabi Yaya Camara, repose en paix, que la terre guinéenne que tu as tant aimée et servie avec dévouement et loyauté te soit à jamais légère. C'est ainsi que se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toutes les équipes techniques et rédactionnelles, je vous dis excellente suite de programmes en notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site internet www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir.